Bonjour à tous, c'est Simon et je suis avec vous pour vous causer de Deep Water, un film qui s'appelle Eau profonde dans la langue de McFly et Carlito et qui sort chez nous, sous nos latitudes, chez Amazon Prime. Alors c'est un film qui a une histoire un peu compliquée de production, on va y revenir, mais de quoi c'est-il que ça cause? C'est ce qu'on appelle un thriller érotique, ça nous raconte comment un couple va vivre des heures sombres et pas faciles à base de rentrage de poils et de gens qui font rien que mourir. Alors, de quoi c'est-il que ça cause plus en détail? Vous avez vu, je me sens très structuré dans cette vidéo, mais un petit peu comme le film en réalité. Eh bien, Ben Affleck est un homme marié depuis maintenant quelques temps avec une femme qu'interprète Ana de Armas. Et il se trouve que cette femme est non seulement séduisante, mais elle est aussi séductrice et elle va tout simplement dragouiller, mais aussi coucher avec énormément d'hommes dans l'entourage de ce couple. Ben Affleck, lui, ne semble pas très bien le vivre et tout ça prend une tournure pour le moins ténébreuse, alors que Ben se focalise de plus en plus sur son élevage d'escargots, je ne mens pas, il a un élevage d'escargots, et que les amants de Madame ont tendance à avoir une espérance de vie qui dépasse rarement les 10 minutes de film. Tout le monde se demande donc qu'est-ce que c'est-il qui se trame dans cette belle famille, et je vais évidemment pas vous spoiler qu'est-ce que c'est-il qui se trame dans cette belle famille. Alors, que vous dire du film? Honnêtement, si comme moi, vous avez une petite faiblesse pour ces films, ce sous-genre du thriller qui est le thriller érotique, qui a culminé dans les années 80 et jusqu'au mi-temps des années 90, eh bien, ça vaut peut-être le coup de tenter. Et si ensuite vous aimez ralentir devant les accidents de la route, sachez aussi qu'a priori vous risquez d'apprécier le film, parce que c'est vraiment ça, c'est un carambolage au ralenti entre deux pourceaux sous Tranxène qui essayent de nous faire croire qu'ils sont épris de mystère et de sensualité, alors que nous avons très concrètement deux puceaux qui ne savent plus où ils en sont, qui en bavent d'overdose de Valium et qui ont bien du mal à donner corps, à donner chair à la chair. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis que ça peut valoir le coup de le regarder? Le film, on y reviendra après, a beaucoup de problèmes. J'ai pas du tout envie de, on va dire, le passer à la sulfateuse ou de m'acharner dessus, parce que ce serait pas très productif, et puis on va dire, en 3 minutes de visionnage, vous allez très rapidement comprendre quelles sont ses limites et ses gros soucis. Qu'est-ce qu'il y a de marrant? Il y a une espèce de comique involontaire, vous allez voir ce que je veux dire. Je sais pas si vous avez déjà vu des comédies romantiques, ou même on va pas parler de comédie romantique, tiens, on va parler de la vie réelle. Quand vous vous retrouvez à essayer de dragouiller quelqu'un, non pas lourdement, mais de manière très maladroite, et que vous êtes un peu naze, ça m'est arrivé un nombre conséquent de fois, et tout simplement, c'est quand même un peu ridicule. Ça peut être très malaisant. Mais quand ça arrive dans un film, c'est tout de suite beaucoup plus drôle. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on regarde Deep Water, je dis Deep Water parce que le titre français n'a été rendu public que très récemment, donc on a encore le réflexe, nous, de l'appeler par son titre américain. Et quand vous voyez Deep Water, en fait, vous ne comprenez pas ce qui se passe à l'écran. C'est-à-dire qu'on vous montre un couple dont qui logiquement tient depuis quelques temps. Alors d'abord, on comprend que voilà, Madame a des relations sexuelles avec des hommes, des femmes, en dehors de ce mariage. On se dit, bon, mais c'est peut-être que lui le vit très mal, son mari. Bon, manifestement, il a l'air d'être un encéphalogramme plat absolu, il ne se passe rien derrière ses yeux vitreux, donc on comprend pas trop. On se dit, ah mais non, mais c'est peut-être son délire en fait, peut-être que ça lui plaît. Manifestement, et lui, quand même, verbalise le fait que ça l'enquiquine un peu, que Madame aille faire la bête à dodo avec tous ses potes. Et donc on ne comprend absolument pas quelle est la nature de la situation, où est-ce qu'on veut aller, pourquoi nous raconter ça. Et puis, il y a quand même un truc, c'est qu'un thriller érotique, c'est censé être un peu érotique. Et alors là, mes 12 agneaux, il y a une série de ratages, de loupés, de trucs, mais qui sont déments, complètement déments. Que ce soit dans la symbolique, une séquence en bagnole incroyable avec la pauvre Ana de Armas qui, pour bien montrer qu'elle est la femme tentatrice, croque dans une pomme avant de faire croquer à Ben Affleck. Tout rapport avec on va dire, de gros sabots judéo-chrétiens serait bien sûr involontaire. Il y a une quantité de scènes dont on se doute qu'elle voudrait avoir l'air ou authentique, ou un peu charnel, organique, notamment une engueulade pendant que Madame se brosse les dents, qui est vraiment une belle réclame, une belle publicité pour les brosses à dents électriques. Vous n'aurez plus jamais envie de mettre ça dans votre bouche après, ni de parler en même temps, à moins qu'il y ait une volonté, et alors là par contre c'est ça, c'est absolument stupéfiant de ratage, à moins qu'il y ait une volonté, peut-être, vous savez, de créer du trouble dans l'image en évoquant via la mousse abondante, du rasage de dents, du brossage de dents, peut-être un lien avec la liqueur séminale, que sais-je, couche, qu'entends-je, dans quelle étagère. Le film est une série comme ça de séquences de malaise absolu. Faut quand même vous imaginer ce que ça peut déclencher chez le spectateur, un malaise absolu, une séquence dans laquelle Ben Affleck littéralement frictionne, tripote ses escargots d'élevage, parce qu'il élève des escargots, tout en imaginant sa femme en train de se masturber. C'est pas évident, hein, c'est un truc, c'est un peu lunaire, et en fait, voilà, c'est tellement surréaliste que moi, le film provoque comme un espèce de plaisir coupable assez fort. Alors après, attention, hein, le film est 2 fois trop long,
tout le monde, ils jouent tous comme des pieds, leurs actes n'ont aucun sens. Sans vous spoiler, parce que c'est vraiment un détail, c'est pas un truc majeur dans l'intrigue à un moment, donc dans ce groupe d'amis, bah, tout le monde se demande ce qui se passe, tant s'interroge sur, certains s'interrogent sur le fait que Ben Affleck accepte comme ça que sa compagne aille voir ailleurs, et ne semble pas s'en émouvoir. D'autres s'inquiètent que les amants de sa compagne font pas long feu. Et il y a notamment à un moment quelqu'un dans ce groupe d'amis qui dit « moi, tu sais quoi, je pense, machin, que t'es un assassin, je pense que c'est toi qui les tues. » Imaginez-vous, dans votre groupe d'amis, il y a un de vos potes qui vous accuse publiquement d'être un assassin. Le type reste dans le groupe de potes, puis on boit des verres, et puis on rigole, et on se tape dans le dos. Il y a des trucs comme ça incroyables. D'une séquence à l'autre, la psychologie des personnages est bouleversée du tout au tout. Un coup, madame est folle de rage et accuse son mari d'avoir encore zigouillé un amant. La séquence d'après, on se papouille un peu, on joue un peu. Alors, vous allez me dire, ça pourrait être pour créer du mystère, pour créer de l'ambiguïté. Mais, et peut-être que c'est l'intention de base, je ne dis pas le contraire. Mais le résultat, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'en fait, il y a une quarantaine de personnes qui se sont réunies, qui ont dit « on écrit chacun une scène !» Et donc le film, c'est un film qui a des personnalités multiples, qui sont toutes bien sous Prozac, quand même, il faut le dire. Et donc ça donne cette espèce de résultat étonnant. Mais il faut aller un petit peu plus loin que ce constat, me semble-t-il, d'échec sur le film. Et puis, encore une fois, le passer à la sulfateuse, à part pour rigoler un peu, ça n'a pas grand intérêt. Et essayer de dire déjà qui a fait ce film. C'est Adrian Lyne. Adrian Lyne, c'est un metteur en scène qui a été particulièrement suivi et coté à une époque. Il fait partie de cette génération qui a été accusée un peu vite, et me semble-t-il très souvent à tort, d'être une génération de réalisateur clipper. C'est ce qu'on a reproché donc à lui, Adrian Lyne, mais aussi à une époque à Alan Parker, le réalisateur de plein de films excellents. Et là, excusez-moi, je repars sur Adrian Lyne. Bref, il y a toute une génération comme ça qui effectivement a commencé souvent dans le clip vidéo parce que ils ont attaqué le cinéma au tournant des années 80 et c'est le moment où il y avait un essor énorme de cette pratique-là, l'arrivée en masse dans les foyers américains de MTV. Bref, ça a été eux leur porte d'entrée dans le cinéma, la pub et le clip, et on les a pointés du doigt un peu comme des espèces de formalistes publicitaires. C'était une manière très méprisante de les regarder quand leur cinéma était souvent beaucoup plus intéressant. Et c'est le cas d'Adrian Lyne, parce qu'Adrian Lyne, ne l'oublions pas, c'est le metteur en scène de L'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob, si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument le regarder. C'est un chef-d'œuvre absolument incroyable avec Tim Robbins. Il y en a déjà plein d'autres que nous qui en ont causé, mais on songe également à le faire aussi parce que, il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Bref, c'est un long métrage exceptionnel qui a notamment qui a été un de ceux qui a servi d'inspiration à la charte esthétique de la saga vidéoludique Silent Hill. Bref, pour beaucoup de cinéphiles, Adrian Lyne, c'est le réalisateur de L'échelle de Jacob et on espérait le voir revenir au sommet. Et en effet, ça faisait 20 ans, depuis Infidèle en 2002, qu'il n'avait pas réalisé de long métrage. Le souci en fait, c'est que son Deepwater, c'est un thriller érotique, donc comme je vous disais, c'est pas Danse avec les loups, c'est Bande avec les mous. Et là, c'est un hommage au nul. Ne me jetez pas de cailloux, c'est un hommage au nul. Comprenne qui pourra. Et en tout cas, le gros problème donc du film d'Adrian Lyne, c'est qu'en fait, la carrière d'Adrian Lyne, ça n'est pas que Flashdance et L'échelle de Jacob, c'est aussi justement toute une partie du thriller érotique ou de charme des années 80-90, que ce soit 9 semaines et demie, Liaison fatale ou encore Harcèlement. Coucou le bon goût, c'est moi, Zack Snyder. Coucou Zack Snyder, c'est moi le bon goût, tu dois mourir. Non mais tu racontes n'importe quoi. C'est pas Adrian Lyne qui a réalisé Harcèlement, c'est Barry Levinson. Ça va, je l'ai mentionné une fois, personne ne regarde nos vidéos, personne ne sait qui est Barry Levinson. Balek. Et là, en fait, quand on regarde ça, on comprend que oui, le vrai problème, ou la vraie question, mais ce qui peut aussi faire son charme de Deepwater, c'est que c'est un film, en fait, qui a l'âge de ses artères. C'est un film qui a été une première fois lancé, ou du moins qui devait se faire en 2013. Il y a eu plein de soucis, le script est passé de main en main, de studio en studio, pour finalement atterrir chez Fox. Fox racheté par Disney, Disney qui décide quand même de le distribuer. Finalement, après moult reports du fait de la crise sanitaire, le film a été écarté d'une distribution en salle pour arriver aux États-Unis sur la plateforme Hulu et chez Amazon Prime dans le reste du monde. Bref, vous le voyez, c'est on va dire une conception heurtée qui a pris du temps, qui a dû entraîner sinon des réécritures, en tout cas le simple fait qu'un script vieillisse, parce que beaucoup de films, qui sont tout simplement des œuvres de divertissement, et c'est bien naturel, eh bien, beaucoup de films sont faits pour vivre avec leur époque. Et on sent que, non seulement Deepwater est un film qui a été conçu il y a une dizaine d'années, mais que déjà, à l'époque, il avait à voir avec les débuts, ou en tout cas la phase précédente de la carrière d'Adrian Lyne. Et il faut bien le dire, il y a tout un pan du thriller érotique des années 80-90, et en particulier ceux d'Adrian Lyne, qui étaient, on va dire, gentiment misogynes. Alors attention, c'est pas une question de morale, de bien et de mal, je suis pas en train de vous dire « faut pas les regarder, machin », ça c'est votre affaire, vous en pensez ce que vous en pensez, mais le fait est que c'était une époque où ces films-là s'adressaient prioritairement à un public plutôt masculin, et public masculin qu'on flattait un peu en lui montrant des femmes prédatrices, des femmes extrêmement sexuelles, des femmes très séduisantes, parfois des femmes soumises, mais où en gros, on flattait la figure du personnage central qui était presque systématiquement
un homme. Et c'est comme ça que vous avez un film comme Liaison fatale, dans lequel on a Glenn Close, qui est représentée en espèce d'amoureuse transie au point d'être, on va dire, une harceleuse dangereuse totalement tarée. Ce qui est, et vraiment, quand on revoit le film aujourd'hui, le film qui est pas mauvais au demeurant en termes de mise en scène, de construction, eh ben, on sent qu'il y a une représentation du féminin dedans qui est très caricaturale, très marquée par son époque, et par, oui, une manière de, on va dire, représenter un mâle à la fois puissant mais en même temps vulnérable face à une femme qui est, oui, une espèce de menthe religieuse avec un énorme vagina dans tata. Si vous regardez un autre film qui doit être de 93 d'Adrian Lyne, Harcèlement, c'est quand même un film qui, pour nous parler du harcèlement, nous raconte l'histoire d'un homme qui est piégé par une femme vénale, vénielle et manipulatrice, en l'occurrence Michael Douglas, dans les griffes de Demi Moore. Il vous aura pas échappé que, effectivement, quand on parle de harcèlement sexuel au travail, c'est souvent vraiment ce type-là de situation qu'on rencontre, et il est amusant de voir, plutôt de se demander dans quelle mesure un film comme Harcèlement n'a pas, on va dire, participé du vieux cliché qu'on entend toujours quand des affaires judiciaires de ce type arrivent, notamment dans les médias ou sur les réseaux sociaux, de ce vieux cliché qui voudrait qu'il ait des femmes qui s'enrichissent et jouissent de pouvoir grâce à des dénonciations calomnieuses. Bref, on le voit, la manière dont Adrian Lyne a toujours appréhendé ce sous-genre-là est une manière très masculine. Aujourd'hui, on parlerait, assez logiquement d'ailleurs, de male gaze, à savoir de regard masculin sur aussi bien l'intrigue que les personnages, mais notamment les personnages féminins. Et donc dans Deepwater, eh ben c'est exactement ça qu'on retrouve. Et alors, encore une fois, je suis pas là pour vous dire c'est bien, c'est mal, oh là là, mon Dieu, ah, battez votre coulpe, vilain réalisateur. Pas du tout, ça c'est votre affaire de voir si ça vous intéresse pas, vous amuse, ne vous amuse pas, c'est vous que ça regarde. En revanche, il est frappant de voir comme, oui, les représentations du film sont datées. Moi je pense notamment à plusieurs séquences dans lesquelles il y a le héros et ses groupes de potes qui sont en train de lui dire « Mais gars, mais tiens ta meuf un peu, tu vois bien qu'elle drague tout le monde, c'est pas possible !» Et c'est dingue parce que si on regarde bien, ce qui est intéressant dans un thriller érotique, c'est l'érotisme. Et l'érotisme, c'est toujours et la transgression, et le doute, et le trouble. Donc, une des premières logiques qu'on pourrait avoir parlant d'un couple dont on ne sait pas exactement quels sont les rapports, quel est, si j'ose dire, le contrat entre eux, plutôt que de tout de suite se dire « Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait n'importe quoi celle-là, elle va avoir des relations sexuelles avec tous les gens qui passent », on pourrait justement se demander dans quelle mesure ça ne fait pas partie intégrante, on va dire, du rituel amoureux, de la vie de ce couple. Et or, c'est une question qui n'est quasiment jamais posée par le film, ou alors de manière extrêmement grossière à la fin, et c'est pas un spoil, je veux dire, c'est vraiment une thématique qui plane, mais qui n'est jamais traitée. Et donc ça, c'est un peu dingo, quoi. C'est-à-dire qu'à plein de niveaux, il y a plein de moments où on se dit, mais c'est fou, c'est-à-dire qu'il faut voir quand même comme le scénario et la mise en scène chargent le personnage de Anna de Armas. Parce que, encore une fois, et c'est pas une question à nouveau de morale, mais pour le simple, on va dire, bienfait du scénario qui veut cultiver un peu d'ambiguïté, il faudrait que les personnages soient pas tout noirs ou tout blancs. Alors là, le pauvre Ben Affleck, il est malheureux, il est humilié, sa femme le maltraite, elle le mord quand elle le mord, elle traite ses gamins un peu par-dessus la jambe, dire tout, quoi, il y a rien qui va. On ne comprend pas donc pourquoi est-ce qu'ils sont encore ensemble, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle, je veux dire, elle s'est pas fait, elle a pas reçu un missile sol-air dans la tronche tellement elle a dû être insupportable avec tous les autres personnages. Bref, il y a une absence de nuances et on représente, voilà, d'un côté un espèce d'homme en victime sacrificielle qui est quasiment amené à la folie par ce que lui fait subir sa femme, et de l'autre côté une femme qui pourrait d'ailleurs être, on va dire, une représentation de Lilith plutôt que d'Ève, mais voilà, de la tentatrice au sens total, voilà, la montre religieuse, mais il faudrait que le film soit beaucoup plus stylisé. Et là encore, c'est le souci. On sent qu'Adrian Lyne est fatigué, littéralement fatigué, et donc le film a cela d'intéressant, et ça je le dis vraiment sans aucun second degré, à plein de niveaux, on voit un espèce de mélange stylistique qui est finalement très rare, parce que le film est tourné avec des moyens contemporains, des comédiens contemporains, dans une Amérique d'aujourd'hui, et à plein de niveaux, on sent que c'est un film de son époque. Et pourtant, en même temps, on a une écriture, un découpage, une mise en scène, une caractérisation des personnages qui semble extrêmement datée. Et donc le film a presque des airs de capsule temporelle. Alors ce qui, moi, joue sur un petit côté, l'expression est très discutée et discutable, mais on va l'utiliser parce qu'au moins tout le monde voit de quoi je parle. Ce qui en fait un peu un plaisir coupable, un peu un espèce de truc un peu nostalgique. J'ai l'impression de retrouver l'époque de ces films qui étaient quand même pas tous terribles, hein. Je pense à Jade de Friedkin, je pense évidemment à Sliver, enfin bref, à plein d'autres films comme ça, dont on va vous causer très bientôt sur Écran Large dans un dossier dédié aux moments les plus rigolos, étranges, bizarres, neuneux parfois, du thriller érotique. Et donc voilà, ça fait de ce film une
une drôle de curiosité, à peu près aussi excitant qu'une flébite, à peu près aussi intense qu'un long endormissement et je dirais aussi élégant qu'un léger pesos au petit matin. Et donc, voilà, étrange chose que Deepwater, eau profonde, chez nous, sur Amazon Prime. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, sinon que, ah si, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, mes aïeux, vous allez voir une poursuite, je vous en dis pas plus, mais alors une poursuite qui va rester, pas dans les annales du cinéma, vraiment dans l'annale du cinéma. C'est un sacré truc. Donc je sais pas si je vous recommande le film, j'ai envie de vous dire, c'est quand même une expérience à tenter, et si comme moi, vous avez ce mélange d'un peu de mélancolie, et ouais, de plaisir, de visionnage un peu distancié sur le thriller érotique, ça peut vous faire marrer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura amusé, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie, pourquoi pas, de vous risquer à rentrer les poils de ces merveilleux comédiens que sont Ana de Armas et Ben Affleck, que vous aurez vu le film, que vous échangerez avec nous ce que vous en avez pensé, et donc aussi que vous allez vous abonner à cette chaîne YouTube bien sûr, mais surtout à Écran Large, parce que notre site, vous trouverez le lien en description de cette vidéo, vous propose de devenir membre premium de notre belle communauté de lecteurs. Nous, ça nous permet, si vous avez les moyens et l'envie de nous donner quelques euros par mois, ça nous permet d'être beaucoup moins dépendants de la publicité, et donc de produire plus d'articles directement en lien avec vous, j'ai presque envie de dire en collaboration quelque part. Qu'est-ce que c'est ces articles qui sont réservés aux membres premium? Il y en a 4 par semaine. Ce sont des gros dossiers de fond sur lesquels on revient sur des œuvres, sur des artistes, que ce soit des séries, des films qui nous ont marqués et qu'on aime. Ces jours derniers, vous pourrez trouver un retour sur Millennium, qui est une série qui est très méconnue, très sous-estimée, du père de X-Files, qui est vraiment une très belle série. Vous pouvez trouver des dossiers sur Diamant sur canapé, vous trouverez aussi des dossiers sur La Fureur de vaincre, à ne pas confondre avec La Fureur du dragon, vous ne l'avez pas vu, on a coupé évidemment, mais je viens de confondre parce que je suis un gros naze, et quantité d'autres films, d'autres artistes qui nous tiennent à cœur. Bref, j'espère que ça vous aura plu, je pense bien à vous, et puis si cette vidéo vous a semblé absolument insupportable, n'hésitez pas à insulter ma mère, moi de toute façon je m'occupe de la vôtre.